Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bienvenue à ce 16e épisode de Dans vos poches. Francis Gosselin avec vous pour la prochaine heure. On fait un petit spécial de fin d'année, début d'année, c'est selon de quel côté de la clôture vous l'écoutez ou que vous vous situez. On voulait revenir avec chacun de nos chroniqueurs habituels et d'autres. Évidemment, c'est Dans vos poches, c'est le balado, mais c'est aussi une section dans le Journal de Montréal. Et donc, on va avoir tout au long de l'épisode d'aujourd'hui des collaborateurs pour venir nous parler un peu de ce qu'ils ont vu dans la dernière année et ce qu'ils voient venir dans la prochaine. Pierre-Olivier Zappa, notre complice de toujours. Salut Francis! Merci d'être avec nous. Écoute, dis-moi, selon toi, on a eu une année 2025, disons, pleine de rebondissements. Oui. J'aurais envie de dire. Avec un ralentissement quand même marqué de la croissance. Je vais peut-être, on parle d'économie, on parle de finances. Comment tu as vécu ça? Comment tu vois ça? Évidemment, pour les familles, pour les Canadiens, les Québécois, l'économie, il fait du surplace. Là, absolument. Mais quand on se compare, on se console. Et je pense que lorsqu'on a vu Donald Trump revenir à la Maison-Blanche, asséner des tarifs au mois d'avril, qu'on a vu la bourse décrocher, qu'on a regardé des reportages où des retraités et des pré-retraités nous disaient « Mes prochaines années sont en péril, mes économies fondent à vue d'œil. » On a vu une correction boursière et là, on s'est dit « Est-ce que le taux de chômage s'apprête à exploser? Est-ce que l'immobilier pourrait s'écrouler? » Et finalement, quand on compare le chemin parcouru depuis le printemps, on peut se dire que pour l'instant, on l'a échappé belle. C'est certain que la croissance économique, elle n'est pas époustouflante, que le taux de chômage est préoccupant, mais reste quand même sous la moyenne des années les plus difficiles qu'on a vécues au Québec quand on compare, par exemple, à 2008 ou au pic de la pandémie. Le prix des maisons s'est quand même stabilisé cette année. Les taux d'intérêt ont baissé, ce qui a permis aux gens d'accéder à des prêts peut-être plus facilement, des prêts hypothécaires. Donc, somme toute, même s'il y a un marasme ambiant, une incertitude qui se prolonge puisqu'on attend toujours une entente commerciale avec les États-Unis, je trouve qu'on s'en tire pas si mal que ça. En 2024, le mot que j'avais probablement prononcé le plus dans l'année, c'était le mot inflation. En 2025, ça s'est quand même un peu calmé, mais c'est resté très préoccupant, notamment dans le secteur alimentaire. On en a parlé il y a quelques épisodes. Est-ce que tu vois que 2026 va continuer sur cette trajectoire-là? Est-ce qu'on peut avoir espoir, là, peut-être pas que ça diminue, mais au moins une stabilité des prix dans le domaine alimentaire? Ça touche quand même directement le portefeuille. Tout le monde mange. Là, ça touche tout le monde. Ouais. Ma principale crainte, elle est là. Elle est dans le panier d'épicerie parce qu'on voit les augmentations de semaine en semaine, puis il n'y a aucun indicateur qui nous démontre que ça va se calmer. Il n'y a pas plus de concurrence dans le secteur alimentaire au pays. Les changements climatiques créer des bouleversements, ça fait en sorte que vous payez votre café plus cher. Le prix du lait va augmenter encore l'an prochain. Ça veut dire que le beurre à 4,44, c'est terminé. Le prix plancher du beurre, désormais. Dire 44 $. Non, mais moi, j'achetais mon beurre et je le congelais quand il était à 4,44 pour l'anecdote. Là, désormais, le prix plancher, c'est... Du bon beurre congelé, mesdames et messieurs. Ça se garde-tu bien, congelé, du beurre? Mais tu sais, ben oui, il faut congeler son beurre. Quand il est en circulaire, tu le congèles. Là, mais tu t'es pas rendu là, mais tu sais quoi? J'ai fait une entrevue avec Éric Laflèche, le grand patron de Métro. Et à un moment donné, je lui dis, c'est une petite question quiz, prix de la livre de beurre rendu à combien? Du tac au tac, il me répond le prix de sa marque maison, la marque sans nom. Bonne réponse, monsieur Laflèche. Et le grand patron de Métro de me confier, et je pense avec franchise, qu'il congelait lui-même son beurre, malgré les millions de dollars de revenus qu'il encaisse. C'est les riches demeurent riches. Exactement. Hein, alors, je pense qu'à l'épicerie, il n'y aura pas de répit à l'horizon. Puis, il faut garder aussi à l'esprit que l'épicerie, c'est un gros poste de dépense qui est souvent difficilement compressible, quoi qu'on réussisse à le faire, mais c'est aussi quelque chose qui marque la confiance des consommateurs. T'as beau avoir une augmentation de 5 % par année, là, hein, mon chèque de paye, mon talon de paye est 5 % plus élevé que l'an dernier, mais si à l'épicerie, le beurre coûte 50 cents de plus, là, ben, tu vas te dire, hey, le beurre Saputo est rendu à 9,50. Là, ça marque ton esprit et tu sens que ton pouvoir d'achat s'effrite, même si de l'autre côté, tu as eu une augmentation de salaire. C'est clair. Et il faut garder en tête aussi qu'on reçoit désormais nos talons de paye de façon électronique. C'est quand la dernière fois que tu as vérifié ton talon de paye? Tu regardes pas ça? Hein? Non.
Écoute, il y a une époque où j'allais le chercher dans la salle des nouvelles. Je regarde ce qui... je regarde le net. Tu sais, je regarde ce qui est déposé dans mon compte et ce qui est accessible, mais le reste, je le sais, mais non, effectivement, c'est pas Je pense que la dématérialisation des talons de paie contribue également à enfler la perception de l'inflation chez plusieurs. Parce qu'il fut une époque où j'allais chercher mon talon de paie là, à la quincaillerie, je le sortais du rack, j'essayais de pas me tromper, il fallait pas que je me trompe. Prendre celui du voisin. C'était mon nom, puis là, je voyais, OK, j'ai tant, j'ai eu une augmentation de salaire, puis à l'époque, c'était à coût de quelques cents par année. Là. Intéressant. Sinon, moi, un mot qui a émergé un peu plutôt vers la deuxième moitié de l'année en 2025 et que je pense qu'on va peut-être revoir, c'est le mot bulle. Puis bon, on parle évidemment naturellement de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste très distant pour la moyenne des ours. Là. Tu sais, c'est comme un truc que les grandes entreprises, ils garochent des milliards là-dedans. Ma maman, elle n'utilise pas l'intelligence artificielle d'aucune façon. Elle me corrigera si elle nous écoute. Mais, bonjour, maman. Mais je veux dire, tu comprends, c'est pas rendu dans le quotidien. Je veux dire, pour quelques cols blancs, là, oui, mais tu sais, on sent que ça reste pour l'instant juste une promesse. Et là, on nous promet des pertes d'emploi massives et tout, mais tu sais, tu parles à des infirmières, tu parles à des pompiers, tu parles à des maçons, des caissiers à l'épicerie, l'IA, tu sais, parle toujours. Est-ce que tu penses, en 2026, je te demande de faire boule de cristal un peu, PO, mais est-ce que c'est l'éclatement de la bulle ou est-ce que c'est l'IA qui devient peut-être un peu plus tangible pour les gens dans le quotidien? Il y a des gens qui vont dire que les marchés boursiers sont dans une bulle depuis des décennies. Il y a des gens qui vont dire qu'on est dans une bulle de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui vont dire on ne saura si on est dans une bulle que lorsqu'elle va éclater, toutes ces personnes ont peut-être raison ou tort à certains degrés. Est-ce que le hype est too much, en bon français? Oui, c'est ça. Est-ce que la frénésie est justifiée? Est-ce que les évaluations d'entreprises comme Microsoft, comme ChatGPT, qui est une entreprise privée, mais qui est évaluée à plus de 500 milliards de dollars, est-ce que tout ça est raisonnable? C'est difficile de le dire. C'est difficile de dire à quel point les promesses qui ont été signées en 2025 vont réellement se concrétiser en 2026-2027. Mais reste que... Toi, tu t'en sers. Tu m'as même fait une démonstration pour ton gazebo là, dans un événement où on partageait la scène. Mais on sert énormément. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que tu fais un peu peut-être partie d'une... Je sais pas comment dire. On est loin d'un taux de pénétration de 100%. Là, c'est pas comme... Tout le monde a un téléphone intelligent. Tout le monde a une télé à la maison. Tout le monde a... Il y a des choses qui ont eu des taux de pénétration sur la quasi-totalité de la population. J'ai l'impression que l'IA, ça demeure un truc quasiment élitiste dans une certaine mesure. L'utilisation pour le consommateur, oui. Mais quand on parle du business to business, B2B, encore là en bon français, je pense qu'il y aura une accélération en 2026 des entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle dans leur propre processus. Dans le cadre du travail, tu vois. Puis, je vais te donner un symptôme qu'on a vu en bourse au cours de l'année, l'action de Constellation Software, qui est une des perles en bourse au Canada depuis une décennie, qui offre des rendements titanesque à ses investisseurs depuis une décennie. Constellation Software, c'est une compagnie de logiciels. Tu sais, quand tu t'en vas dans un club de golf, le logiciel pour gérer le golf, ça appartient à Constellation Software parce que cette entreprise-là achète tous les petits logiciels spécialisés pour gérer le dentiste, pour gérer ça. Eux achètent tout ça. Et Constellation Software a connu un recul marqué en bourse en 2025. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la pire des années depuis une décennie. Et ça s'explique par le fait que les investisseurs pensent que la façon de créer des logiciels et de les déployer va être transformée de bout en bout par l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle a des promesses pour le consommateur, mais elle en a beaucoup pour des entreprises et ce sera de voir à quel point tout ça va se concrétiser. Quand je regarde les ventes de puces électroniques de NVIDIA, je me dis, oui, il y a de l'enthousiasme, oui, il y a une certaine frénésie, mais en même temps, ils en vendent des puces. Il y a des gens qui les achètent et qui les déploient. Pour le reste, on verra bien. Est-ce que ce sera aussi disruptif que l'arrivée d'Internet? Je tends à le penser. C'est à suivre. Je termine en te parlant, évidemment, au croisement de l'économie, la finance personnelle et de la politique. Hein. Les gouvernements ont un rôle important à jouer dans nos vies. L'année qui se termine, on a vu un nouveau premier ministre
au Canada, venir en poste. Puis l'année 2026, ben, ce sera une année électorale au Québec. On ne sait pas encore qui l'emportera. Mais les gouvernements ont évidemment un rôle important dans nos vies, par les transferts, par les taux d'imposition. Est-ce que tu sens que 2026 sera très différente de 2025 sur ce plan-là, en termes de fiscalité, d'intervention gouvernementale dans nos vies, de transferts, de programmes sociaux? Comment tu vois l'année qui vient? C'est certain que traditionnellement, dans une année électorale, il y a beaucoup de promesses. Le problème de nos élus, c'est que leur marge de manœuvre, elle est plus que jamais limitée. On a creusé des déficits, puis il semble que même quand on pense avoir frappé le roc, on réussit quand même à percer le roc pour creuser de nouveaux déficits. Alors, la marge de manœuvre, elle est limitée. Les gouvernements sont conscients de la crise du pouvoir d'achat, plus que jamais, pas seulement au Québec, ailleurs dans le monde. François Legault me disait... Tu as eu la chance de l'accueillir là, récemment. François Legault, en tête-à-tête à l'émission À vos affaires, me disait, j'en ai discuté avec Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui aurait dit, ce qui me fait mal, moi, en France, c'est la crise du pouvoir d'achat. François Legault, lui, établit un parallèle avec ce que Macron vit. Il dit, au Québec aussi, je pense qu'il attribue une part de sa décote. Aux États-Unis, on le voit. Là, ouais. Alors, je pense que les politiciens n'auront pas d'autre choix que de parler du pouvoir d'achat plus que jamais. Tu sais, le gouvernement du Québec a dévoilé sa stratégie économique en 2025. Je trouve qu'un des grands absents de cette stratégie économique, c'est le pouvoir d'achat. Ben oui. Moi, quand je croise les gens dans la rue, quand je fais l'épicerie puis que les gens m'arrêtent, c'est pour me parler 80% du temps du pouvoir d'achat, de l'inflation, même si dans les chiffres officiels, ceux de Statistique Canada, on est autour de 2%. C'est pas le ressenti des gens, c'est pas le vécu des citoyens. Puis ultimement, ce sont ces gens-là qui vont aller aux urnes l'an prochain au Québec. Fait que c'est certain qu'avec des élections qui approchent, s'il y a un parti politique qui est un peu plus brillant que l'autre, il va placer le pouvoir d'achat comme thème central de ses éventuelles promesses électorales. Donc oui, ça risque de bouger sur le plan de la fiscalité. Mais ça ne seront probablement que des promesses. On verra. Souvent, ce ne sont que des promesses. Il faudrait ressortir les promesses de la dernière élection. On le fera très certainement en 2026 parce que ça va être une grosse année, mon cher Francis. Pierre-Olivier, pour 2026, on est dans un balado, on est collègues au journal et ailleurs. Qu'est-ce qu'on souhaite à ces médias qu'on aime et où on fait notre travail? On se souhaite de trouver une façon de monétiser les contenus. On se souhaite des gouvernements à l'écoute qui vont permettre à l'industrie de jouer à armes égales, de concurrencer à armes égales les géants du web qui, eux, n'ont pas à répondre à un conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada, CRTC, qui viennent vampiriser des revenus publicitaires. Pas le CRTC. Pas le CRTC, non. On veut une industrie qui joue à armes égales, on veut des gouvernements qui sont peut-être plus à l'écoute, puis... par-dessus tout, on veut le retour du beurre à 4,44 la livre. En ondes à LCN. À LCN, pendant le combat des circulaires. Merci c'est un de mes souhaits pour 2026. à toi. Une bonne année. Bonne année. À toi, puis et à toi et au tien. On vous retrouve évidemment en 2026 pour une nouvelle série d'épisodes avec Pierre-Olivier Zappa et tous nos invités habituels. D'ailleurs, qu'on retrouve dans un instant. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. On poursuit notre revue de l'année avec le collègue Stéphane Desjardins, que vous connaissez, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Stéphane. Bonjour. Re-bienvenue parmi nous. Tu as t'as fait un petit tour du monde en Asie du Sud-Est, si j'ai bien compris. Tout s'est bien passé? Ben, à part le fait qu'on a fait face à 3 typhons et beaucoup de froid relié à la climatisation, et oui, tout va bien. Le froid lié à la climatisation. Au moment d'enregistrer ce balado, on bat des records de froid au Québec. Il fait moins 21 degrés en décembre, mais... Écoute, je suis sûr que c'était bien dommage et bien terrible qu'il y ait beaucoup trop de clim à Saigon, Stéphane Desjardins. J'ai trouvé ça bien dur de faire
de la moto à plus 25, j'en ai le gros aucun trafic doute. de la mégapole. Ouais, tu peux. C'est très dur. On voulait très, revenir très dur. sur le prix de l'alimentation. J'en parlais à l'instant avec Pierre-Olivier Zappa. Ça reste un sujet de préoccupation pour la quasi-totalité des Québécois. Et l'inflation alimentaire au Québec, c'est pas fini. Hein? En 2026, ça risque de se poursuivre sur la lancée déjà bien entamée, Stéphane. Écoute, la plus grande préoccupation des consommateurs québécois, au-delà de tous les autres sujets, c'était effectivement le prix des aliments. N'importe quel économiste va savoir qu'on dépense à peu près le tiers de notre argent à l'épicerie et au restaurant, de plus en plus à l'épicerie, de moins en moins au resto. Tu sais, regarde, il y a quelques semaines, le Journal de Montréal sortait un article en disant que le prix du café, par exemple, a augmenté de 40%, les raisins 30%, les tomates 11%, le prix du bœuf 15%. Et j'ai pas parlé du filet mignon qui est de moins en moins mignon au niveau budgétaire, je peux vous dire ça. Donc, concrètement, oui, l'inflation est extraordinairement élevée. C'est le poste, si on enlève l'essence, là, ça a explosé littéralement. C'est vraiment ça, là, ça a explosé. Puis comme tu le disais, hein, d'entrée de jeu, ça va augmenter encore plus. On sortait récemment des chiffres comme quoi que ça coûterait 1000$ de plus pour une famille de 4. C'est le professeur Charlebois qui a fait une étude notamment. Exact. Et il était en ondes d'ailleurs à Cube pour venir en parler. Je crois que c'était avec Richard Martineau. Mais donc, c'est ça, des prix qui vont continuer à augmenter en dépit d'efforts, j'ai l'impression. Est-ce que tu trouves qu'on en fait suffisamment pour stabiliser les prix à l'épicerie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour que cette augmentation incessante grève le budget des familles? Ben, malheureusement, le consommateur peut pas faire grand-chose à part magasiner. C'est de plus en plus avec les circulaires et les logiciels qui permettent de détecter les aubaines. Là. Les applications Fait que ça fonctionne, ça. C'est assez efficace en réalité. D'autre part, c'est sûr que vous parliez tantôt avec Monsieur Zappa de congeler son beurre. Ouais. C'est niaiseux, mais ça marche, en effet. Ce genre de truc-là, ça fonctionne. On doit faire des achats en plus grande quantité. Quand les prix sont plus abordables, je vois Ghislain Larochelle qui hoche la tête. Lui, dans chacune de ses propriétés, il y a un tombeau dans le sous-sol où il congèle. En fait, la pénurie de beurre, c'est à cause de Ghislain Larochelle, j'ai l'impression. C'est en plein ça. Il possède 10 000 livres de beurre, selon la rumeur. Dans tous les congélateurs. Le gars, il achète des congélateurs, Hey, on blague, mais... Tu sais, les photos pendant la pandémie là, au Costco d'un gars qui poussait chariot avec le papier de toilette. Papier de toilette, c'était Ghislain. Dénoncé. OK. Hey, blague à part, il y a ce projet de loi là, pour les biens durables qui a été adopté par Québec. L'objectif étant de lutter contre l'obsolescence programmée. Penses-tu que ça va faire une différence à quelque part dans le monde ou est-ce que tout le monde s'en fout des lois du Québec là, quand ils conçoivent leur iPhone? Honnêtement, je suis dubitatif. Je suis très dubitatif. Est-ce qu'on a... le Québec, là, on est 1% de la population nord-américaine et, j'ai pas besoin de mettre le pourcentage de la population mondiale. Alors, une loi votée à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça a comme effet sur les 28 millions de iPhones vendus dans le monde depuis quelques années? Honnêtement... D'autre part, il y a aussi la force du marketing, hein? Marketing, comme on disait dans la série Les Boys. Ouais. Les gens aiment bien ça changer d'iPhone à tous les 2 ans. Est-ce que c'est sûr qu'il y a une bonne tranche de la population qui a le goût justement de faire réparer son vieux toaster puis que c'est difficile de trouver une ressource, mais il y en a, ça existe. Il y a des endroits où tu peux aller faire réparer ta vieille lampe, ton vieux toaster. C'est effectivement une réalité. Il y a beaucoup de gens qui y pensent,
mais on est un peu collectivement dépourvu face à ça. Et alors, on est un peu aussi déchiré entre les forces du marketing, la volonté de changer de bébelles à tous les 2 ans et la réalité que ces bébelles-là durent justement de moins en moins longtemps. Ouais. Au Vietnam, justement, tantôt, je parlais, hey, écoute, je fais des liens, moi, là. Je parlais de ça avec des voyageurs dans un restaurant et on me disait, écoute, moi, j'ai acheté mon premier frigo à 30 ans. C'était une personne qui avait 60 et il marche encore. Oui. Aujourd'hui, acheter un frigo, là, je te mets au défi qu'au bout de 10 ans, tu l'as encore, ce frigo-là. Ouais, 10 ans, je trouve que c'est une bonne espérance de vie, 10 ans. Hein, non? Emmanuel, et tous les électros d'ailleurs. Là. Moi, avec ma conjointe récemment, on a changé la laveuse sécheuse, là, puis je lui ai dit, tu sais, 10 ans. Dans 10 ans. Et donc, l'idée, on a acheté un truc en solde, là, ensemble, laveuse sécheuse à 2000 $, mais dans ma tête, c'était comme, c'est 200 $ par année. Tu sais, c'est comme un genre de dépréciation un peu linéaire, là, à tempérament. Ultimement, pour laver et sécher notre linge toutes les semaines, c'est peut-être moins cher, mais effectivement, comme tu dis, Stéphane, il fut un temps où ça durait plusieurs décennies. En même temps, puis j'ai l'impression, malheureusement, que justement, cette obsolescence, on l'a choisi, comme tu le dis, les consommateurs vont tendance à favoriser un bien moins cher parce qu'il est tout de suite accessible, même si on le sait en l'achetant que ça va durer moins longtemps. En témoigne la popularité des Dollarama et autres. Je veux dire, on s'achète quand même beaucoup de trucs qui pourraient être durables, mais qui deviennent presque jetables. J'ai fait moi-même le pari d'un toaster. Tu parlais de toaster. Il y a 10 ans maintenant. Je venais de rencontrer ma conjointe. Non, mais j'ai acheté un toaster très cher. Oui, ma copine était comme, là, qu'est-ce que tu fais là? Payer 250$ pour un toaster. Encore. C'est un Dualit, là. Je ne fais pas de publicité, mais je vais le léguer à mes enfants, là, vous comprenez? Il y a une Switch, puis il y a un truc. C'est tout. Il n'y a pas de clavier numérique, il ne chante pas une petite musique, il se connecte pas sur Wi-Fi pour me dire la forme. Il n'y a pas une photo des toasts. C'est une grosse boîte en métal, puis ça chauffe mes toasts. Puis je vous dis, là, je l'ai mis dans mon testament, mon grille-pain Dualit. Mais tu sais, non, mais mon point, c'est que tu pourrais acheter un toaster à 80$. Puis dans 2 ans, il va être brisé, puis là, il faut en acheter un autre. Et j'ai l'impression que sur nos vies, là, on gagne tant par année. Là, sur ta vie, tu vas gagner 3 millions peut-être là, en 40-50 ans. Mais coudonc, si tu mets 80$ tous les 2 ans en toaster, à la fin, ça va t'avoir coûté 1000$ de toaster. Versus moi, une fois, j'ai mis... Puis là, ça va je sens que tu essayes de justifier ton investissement. C'est ton message à ta blonde. Ma blonde, elle nous écoute religieusement, comme ta mère, d'ailleurs. C'est ça, maman. Bonjour, maman. Stéphane, une émission avec... Il y a eu une émission avec un humoriste, justement, qui portait là-dessus, où il se faisait niaiser parce qu'il avait acheté un toaster à 200$. C'est possible. Écoute, écoute, c'est une réalité. Je te félicite d'avoir acheté un toaster à 200$. Je ne cherche pas vos félicitations. Je faisais juste partager une tranche de vie. Écoute, il nous reste 1 minute, Stéphane. C'est une émission spéciale, fait qu'on s'amuse peut-être un peu plus qu'à l'habitude, mais les tarifs de Trump, là, évidemment, on en a parlé tout au long de l'année. Ça a commencé en avril. Ça a été un peu mis en effet tout au long de l'année selon les catégories de biens. C'est plutôt en août là, que ça a vraiment commencé pour de vrai. Et là, pour l'instant, on dirait que ça n'a pas tant que ça d'impact réel sur les dépenses des ménages. Bon, le jus d'orange, l'alcool américain qu'on boycotte un peu. Si on se projette en 2026, là, penses-tu qu'on va commencer à ressentir les contre-coups de cette politique-là ou est-ce que finalement tout ça, c'était juste beaucoup, beaucoup de bruit pour rien? Écoute, je serais multimilliardaire si je pouvais prédire l'avenir. Ça, c'est très clair. Alors, je ne me risquerai pas à faire ce genre de prédiction-là. Mais le passé est peut-être garant, dans le sens que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un grand, comme tu l'as dit, un grand effet sur nos... Sauf qu'on va se dire les vraies affaires, là. On importe beaucoup de choses pour se nourrir, nous autres, au Québec. Là. Mais... c'est la première fois, moi, que je voyais des oranges du Pérou puis de l'Espagne dans nos supermarchés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, tu sais, moi, là, j'ai 60 ans passés, là, je vous dirai pas mon vrai âge, mais concrètement, fais pas de joke, concrètement, quand j'étais jeune, il y avait la Cadbury qui a fermé ses portes sur le plateau Mont-Royal, puis il y a eu un mouvement de boycottage.
J'ai pas plus jamais mangé de caramel depuis ce temps-là, mais je suis un des rares Québécois qui a suivi ce boycott-là toute sa vie. Les boycotts, ça marche pas en général. Ben, pour la première fois de l'histoire, ça a marché. Les gens se sont vraiment dit le mot. Et contrairement à ce que tous les analystes ont dit depuis des mois, ça continue de marcher. Les gens achètent local. Les gens boycottent qu'est-ce qui vient des États-Unis, sauf quand t'as pas le choix. Là. Le beurre d'arachide, il vient des États-Unis parce que j'ai pas encore trouvé de producteur d'arachide québécois. Là. Et c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui produit des bananes quelque part à Saint-Eustache dans une serre, mais il pourra pas assouvir la faim, le marché québécois lui tout seul. Donc, concrètement, outre ces aliments très nichés-là, concrètement, oui, nos supermarchés, notre chaîne alimentaire, et on est capable de dégoter des produits de remplacement. Alors, est-ce que ça va avoir un effet sur notre budget? Je serais surpris. Soyons honnêtes, je serais surpris, sauf pour quelques aliments nichés. Je verrais pas pourquoi ça viendrait affecter. On est autosuffisant au niveau de la viande, on est autosuffisant au niveau de bien des légumes. Non, j'ai pas peur. Je me sens pas mal. Moi, c'est l'inflation qui m'inquiète. L'inflation en général. Ça a un impact direct sur nos assiettes. Voilà, c'était ma question. C'était ma réponse. On va certainement garder un œil sur tout ça tout au long de l'année. Stéphane Desjardins, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous au balado et on te souhaite une belle année 2026 et on se retrouve évidemment dès que possible dans la nouvelle année. Merci à toi d'avoir été là. Toujours un plaisir d'être avec toi en ondes, mon ami. Toujours. À très bientôt. Salut. Dans vos poches. Je me tourne maintenant vers l'inénarrable Emmanuelle Grill, dont j'aimerais saluer la mère, Madame Navarro, qui nous écoute religieusement. Bien, écoute, bon accent, mes 10 ans d'études espagnoles. Bonjour, maman d'Emmanuel. Emmanuel, tu nous fais, dans le fond, on a beaucoup parlé de la cote de crédit cette année. On a reçu d'ailleurs Carole Goyette à l'émission il n'y a pas très longtemps. Je vous invite d'ailleurs à réécouter cet épisode-là. C'était, je pense, plein de petites pépites pour... Mais justement, tu voulais revenir là-dessus, revenir sur peut-être des choses qu'on a apprises ou qu'on aurait dû apprendre en 2025 et qu'il faudrait peut-être... mettre en application. Résoudre. On parle de résolution, c'est le temps de l'année. Bonne résolution. Pour 2026. Autour de la cote de crédit, déjà, j'aimerais t'entendre un peu sur ce qu'on peut réparer. Hein? Il y a des choses peut-être des mauvaises décisions, des mauvaises choses. Il y a des choses qui se réparent un petit peu dans la cote de crédit. En fait, il y a des choses surtout qu'on peut éviter parce que sans le savoir, on va commettre des erreurs qui vont avoir un impact direct sur notre pointage. Parce qu'il faut savoir que les agences de crédit, les algorithmes des agences de crédit, c'est excessivement opaque, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais grosso modo, la plupart du temps, on sait qu'ils se basent sur 5 éléments en particulier. Donc, quand on agit sur ces éléments-là, on peut améliorer sa cote de crédit ou au moins éviter de l'abîmer, on va dire. Le premier élément qui est important et qui compte pour 35% du pointage, c'est les habitudes de paiement. Donc, la première chose à faire, c'est payer toujours ses factures à la date d'échéance. Et dès qu'il y a un retard de plus de 30 jours, c'est systématiquement rapporté aux agences de crédit. Donc, tout de suite, ça aura un impact sur le pointage. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est pas grave, c'est juste une facture de $40. Que ce soit $40 ou $2000, c'est toujours le même problème. Donc, ça va être rapporté à Equifax et à TransUnion et ça va avoir un impact. Alors, toujours payer ces factures à temps. L'autre élément qui est très important, c'est le solde dû comparativement à la limite de crédit. Ça représente 30% du pointage. Ça signifie que le solde dû, c'est combien il y a sur la carte, là, mettons $1000, voilà, puis vous avez une limite de 5000, fait que là, c'est 20%, mettons, dans ce cas-là. Voilà. Faut vérifier le pourcentage d'utilisation. C'est ça, exactement. Donc, il ne faut pas dépasser un certain pourcentage. Idéalement, les experts disent qu'il faut rester dans une fourchette de 30 à 35%. Là, tout le temps? Oui. Mais il faut ramener ça à zéro, non? Oui, non, bien sûr. Idéalement. Il faut payer le sol. Il ne faut jamais dépasser, jamais aller au-dessus de 35%. Parce qu'après donc, dès que vous arrivez, dans mon exemple de 5000, dès que vous arrivez à 1500, 1800, voilà, c'est ça. Remboursez-en une partie. Voilà, du moins, oui. Sinon, puis ça, c'est une règle qui vaut même si on rembourse la totalité tous les mois. Donc, par exemple, ma fille a une carte de crédit depuis peu avec une petite marge. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas dépenser plus que tant, sinon ça va nuire à ta cote de crédit. Et puis ça, il y a une erreur que font souvent les gens, c'est par exemple, ils vont
garder leur carte de crédit avec une très basse limite en se disant ça va m'empêcher de m'endetter. Mais c'est contre-intuitif, mais c'est pas une bonne décision. En fait, il vaut mieux demander une augmentation de la limite de crédit et avoir un sans taux l'utiliser. d'utilisation. Sans Moi, j'ai une question très personnelle pour toi, mais parce que mais j'ai entendu toutes sortes de choses. Moi, j'utilise... Bon, je gagne bien ma vie. J'utilise ma carte de crédit juste comme un moyen de paiement. Donc, moi, toute ma vie, presque, est sur ma carte de crédit. Mais ça me gosse d'avoir 1 000 $ sur ma carte. Tu sais, je sais pas pourquoi. J'aurais envie quasiment que ça se passe par ma carte de crédit, mais que ça se prenne dans mon compte chèque. Et donc, moi, des fois, 3-4 fois dans le mois, je fais des paiements. Et on m'a déjà dit que c'était pas une bonne chose. Tu sais, puis je suis comme un peu ambivalent parce que je me dis, coudonc, je peux répondre à cette question-là. Okay, bon, j'ai fait la même expérience que toi. Excellent, bon. Instruis-moi, j'ai réussi à augmenter ma cote de crédit de 40 points. Oh boy. OK, en faisant quoi? En payant 3 jours avant le relevé mensuel. Mettons, mon relevé le 22 du mois. Okay. Ben, le 18, je faisais un paiement, puis on continuait quand même à dépenser. Ton relevé était toujours à 0. Fait que mon relevé était tout le temps très, très bas. Et grâce à ça, avec la règle de respecter le 30-35%, parce que c'est à l'impression, parce que tu peux monter, descendre durant le mois, parce que moi, avec des Renault, des fois, je suis obligé de la payer 3 fois dans le même mois. Là. Ah oui, c'est ça. Fait que, mais le 18, quelques jours avant, je la paye, et c'est comme ça que j'ai réussi à augmenter de 40 points. Mais ça, c'est énorme. Mais honnêtement, tu as eu de la chance parce que c'est vraiment... souvent, c'est une loterie. J'ai souvent posé la question à des syndics parce que franchement, la question du crédit, de l'endettement, ça m'intéresse. J'écris souvent là-dessus. Et ils m'ont dit, on ne peut pas te répondre parce qu'en fait, on ne sait pas... en fait, ta facture de carte de crédit, c'est comme, à un moment donné, l'institution financière va prendre une photo de ça et l'envoyer à Equifax ou TransUnion. Mais on ne sait pas à quel moment exactement du mois. Donc, peut-être que toi, tu as payé juste au moment où, juste avant que le compte arrive à Equifax, tu sais, mais il y a pas c'est pas coulé dans le béton. Et puis, honnêtement, je pourrais pas répondre à ta question parce que il y a pas, tout ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment payer à l'échéance, il faut jamais avoir de retard. Et puis, aussi, il faut pas avoir trop de cartes de crédit. Là aussi, il y a différentes opinions. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai 5 cartes de crédit, mais je paye toujours à l'heure, il n'y a pas de problème, ça n'a aucun impact sur ma cote de crédit. Par contre, quand tu parles au syndic, ils te disent pas plus que 2 cartes de crédit. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon autre point. Ce qui est important aussi dans la cote de crédit, c'est la durée du compte. Plus un compte est vieux, en fait, plus une carte est vieille, plus elle a du poids, parce que ça démontre sur une très longue période nos habitudes de paiement et notre discipline. Alors, idéalement, c'est ça. Quand on veut supprimer des cartes de crédit, il faut jamais supprimer la plus ancienne, même si on s'en sert plus, on la garde précieusement. Okay. Voilà. On garde les vieilles cartes. Oui, on garde les vieilles cartes, on garde les vieilles affaires. Puis sinon, tu sais, j'ai l'impression qu'en somme, on a un rapport un peu terrorisé face aux agences de crédit. Comme tu dis, on ne comprend pas, c'est opaque. On a un peu peur de ça. Oui, on a raison d'avoir peur. Tout le monde a ses trucs magiques d'augmentation. C'est quasiment des recettes de grand-maman. Si tu coupes la carte en diagonale. Là, si tu t'en sers le premier du mois et que tu payes le 2. Mais personne ne sait exactement. Comment on peut évoluer par rapport à ça, Emmanuel? Évoluer? Je ne sais pas, psychologiquement, est-ce qu'il faut regarder ça tous les matins en se levant? Non, il ne faut pas en faire une obsession. Justement, c'est quoi? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se dit « Hey, moi, 2026, je veux améliorer mon crédit, je veux avoir une relation positive à ma cote de crédit. » Positive. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On fait une grande respiration? Oui, tu fais du yoga et puis tu bois du maté. Mais non, il faut vraiment... ce que tu fais avec ta carte de crédit, ce que tu disais, tu t'en sers comme un outil de paiement et pas comme un outil de crédit. Ça, c'est vraiment un bon premier pas parce que les cartes de crédit, en fait, on devrait s'en servir uniquement comme des outils de paiement parce que quand on s'en sert comme du crédit, à plus forte raison, si c'est sur plusieurs mois, les taux d'intérêt sont tellement élevés que ça va coûter horriblement cher. Donc, utiliser ces cartes de crédit comme des cartes de paiement, ça, c'est déjà un bon premier pas. Éviter de faire des demandes de crédit tout le temps. Par exemple, je vais vérifier si je serai capable d'avoir une marge de crédit juste pour le fun, là, pour vérifier. Parce que ça affecte négativement les demandes. Oui, parce que chaque fois demandes. Oui, chaque fois qu'on fait une demande, notre dossier de crédit va être consulté. Et puis, à chaque fois, ça va s'inscrire. Donc, il y a juste certaines demandes qui vont pas être inscrites, mais sinon, chaque demande va être inscrite. Alors, ça aussi, ça va nuire à notre code de crédit. Par contre, quand on magasine un prêt, par exemple, quand on fait ça et qu'on magasine auprès de plusieurs institutions, idéalement, on essaye de faire ça en 2 semaines.
parce que dans un court laps de temps, à ce moment-là, ça va. C'est ça, va, c'est regroupé. On sait que c'est magasiné. Il ne faut pas faire ça une fois par mois pendant 10 ans. Oui. Je comprends très bien. Donc, finalement, c'est de la discipline, le mot-clé dans tout ça. Paiement. Et là, peut-être pas tous les jours, mais je sais pas, il y a peut-être une fréquence, là, une fois par mois, aller regarder ça. Puis, le dossier de crédit, on dit que c'est une fois par an ou alors... une fois par an. Oui. Bon, idéalement, pour opérer s'il y a des erreurs... Moi, depuis qu'ils ont mis ça dans Desjardins, ça m'arrive 2 fois dans la même semaine. Non, mais toi, comment ça que ça a baissé de 2? Non. Mais c'est surtout les erreurs qu'il faut vérifier. Puis, je comprends. Ce qu'on fait aussi, c'est on vérifie son dossier de crédit avant d'aller demander un prêt, justement. Pour vérifier quelle est sa cote, pour savoir si on a des bonnes chances que le banquier nous dise oui. Parce que s'il dit non, ça aussi, ça va être inscrit dans notre dossier de crédit, c'est pas bon. Et puis en même temps, si on voit qu'il y a des erreurs, on les fait modifier. Et si on voit que notre cote est pas bonne, on attend quelques temps, on essaye de l'améliorer avant de faire sa demande de crédit. Sinon, vous pouvez toujours appeler Emmanuel Grill au 514. Je blague. Merci beaucoup pour tout ça. Vous pouvez toujours appeler Carole Goyette, si vous voulez. Elle s'occupe de votre cote de crédit. On l'a reçu il y a quelques épisodes. Si ça vous tente de réécouter. Dans vos poches. On a une nouvelle collaboration au balado. Jason Paré, collaborateur chez Éducalois. Bonjour, bienvenue à Dans vos poches, à la version parlée et visionnée de Dans vos poches. Collaborateur donc à la section argent du Journal de Montréal. Plusieurs choses dans l'univers de la réglementation sont survenues en 2025, Jason. Tu voulais nous parler notamment des nouvelles règles concernant le pourboire qui ont quand même fait leur apparition dans notre panorama. Rappelle-nous un petit peu de quoi il était question. Ben oui, au niveau du pourboire, il y a eu des changements qui se sont faits ce printemps. Avant, souvent, le pourboire était calculé, le pourcentage était calculé après les taxes. Dorénavant, il faut que ce pourboire-là soit calculé avant les taxes. Donc, il y a ça, mais il y a aussi certaines règles qui ont été faites au niveau de les incitatifs. Déjà, il faut qu'il y ait des options, que ce soit sur le terminal Interac ou que ce soit, exemple, lorsqu'on commande en ligne. Donc, oui, les options de pourcentage, on est habitué à ça. On nous propose des pourcentages, 15, 18, 20. Mais il faut qu'il y ait une option aussi pour choisir soi-même son montant, bon moyen de pratiquer son calcul mental, et aussi pour refuser de donner du pourboire, parce que oui, on l'oublie souvent, mais vous avez le droit de refuser de laisser un pourboire pour une transaction. Et surtout que le pourboire, ça a été dit beaucoup dans les débats autour de ça, mais le pourboire, c'est comme immiscé partout. Là. Je veux dire, finalement, on donne du pourboire à des comptoirs, alors que jadis, le pourboire, c'était pour un service, mettons, à la table. Moi, c'est quoi? À la boulangerie. Une livraison de meubles, ils voulaient du pourboire. Je suis comme, vous êtes pas payé pour ça, les gars. Donc, ultimement, oui, on peut refuser de donner le pourboire, surtout si on considère que la vente n'est pas sujette ou assujettie dans nos têtes à ça. Oui, bien, effectivement, il semble que ça s'est multiplié, les demandes de pourboire. Après ça, c'est à votre discrétion de savoir si vous avez envie de le laisser ou pas. De nouveau, du service que vous avez reçu, vous choisissez. Mais même dans un cas où ça serait classique de laisser un pourboire, comme je disais, vous avez le droit de refuser de laisser un pourboire. Puis aussi, il y a une question des incitatifs qui a été réglementée. Et là, je ne parle pas... du joli sourire du serveur ou de la serveuse, qui est une forme d'incitatif, mais ça, sur la machine. Donc, ça soit de mettre, exemple, des options en évidence plus que d'autres. Il faut qu'ils soient tous visibles au même niveau. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de bonhomme sourire, des emojis qu'on dit, bon, excellent, donc un qualitatif finalement lié à un pourcentage et une option. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été réglementées par rapport au pourboire. Et il semble, je vous disais, je pense que c'est mai que ça a été mis en place. Il semble qu'il y a encore des gens qui contreviennent, des commerçants, des plateformes en ligne qui contreviennent encore. Je ne nommerai personne, mais je te confirme que c'est le cas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? On appelle la police. Pas nécessairement, j'ai d'autres options. Vous pouvez, entre autres, si vous souhaitez que le commerçant soit sanctionné, vous pouvez toujours faire une plainte à l'Office de la protection du consommateur. L'OPC pourrait mener une enquête puis imposer des sanctions à l'entreprise fautive. Après ça, vous pouvez aussi... le dire. Non, mais le dire directement au commerçant. Puis vous entendre avec lui, voir à l'amiable s'il ne peut pas régler le problème. Puis après ça, vous pourriez toujours lui envoyer une mise en demeure et même aller
aux petites créances. Mais là, bon, c'est pour une histoire de pourboire, c'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là. 28 sur un café, ouais, peut-être que mon temps vaut plus cher que ça. Mais c'est toutes les options qui sont... J'ai vu un cas d'un restaurant, moi, qui avait, au lieu de mettre en pourcentage, ils l'ont mis en dollars. Fait qu'il y avait 10 $, 15 $, 18 $, 20 $. Et là, on était peut-être 10 à la table. Je paye pour tout le monde. Fait que je paye sur le 15. Le gars vient me revoir et il me dit « Monsieur, je pense que vous n'avez pas laissé assez. » Ben, j'ai laissé 15. Il dit « Non, c'est 15 $ au lieu de 15 %. Y a-t-il une réglementation par rapport à ça ou C'est une très bonne question parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc, je pourrais pas dire si au lieu des pourcentages, on peut mettre une option. On le voit sur les factures, par exemple. Des fois, ils vont mettre les pourcentages puis ils vont dire quelle somme ça indique. Ça représente. Qu'est-ce que ça représente? Faire le calcul mental. On enchaîne, Jason, parce que tu avais plein de sujets fascinants puis je voulais avoir le temps de découvrir la majorité d'entre eux. Il y a de nouvelles règles aussi concernant l'exactitude des prix qui sont entrés en vigueur cette année. Ben oui. Dans les mêmes dates, en mai, le rabais à lequel on a droit a augmenté, est passé de 10 $ à 15 $. Donc là, on parle vraiment des commerçants qui utilisent des lecteurs optiques à la caisse, comme les épiceries, par exemple. Alors, si le prix qui est marqué à la caisse n'est pas celui qui était affiché, qui était annoncé... Donc dans là, l'allée, là, par exemple, sur les tablettes ou dans une circulaire, ben là, vous avez le droit de faire appel à la politique d'exactitude des prix. Donc là, si le montant de l'item, de l'article est plus élevé que 15 $, vous pouvez demander votre rabais. S'il est d'une valeur de moins de 15 $, ben là, à ce moment-là, vous avez droit, vous pouvez demander au commerçant de vous remettre gratuitement l'article. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste, comme je vous disais, c'est que le montant là, a passé de 10 à 15. Et là, justement, pour les fins finaux, là, juste pour vous rappeler, si vous achetez plusieurs fois le même article dans une transaction... Pas le droit à plusieurs fois 15 $. Non, ou avoir les 15 articles gratuits, non. C'est seulement sur un des articles, mais les autres, évidemment, doivent vous être chargés au prix qu'annoncé, donc le prix le plus bas. Mais vous pouvez vite le chuchoter à quelqu'un. Hey, il y a une erreur dans l'allée 8. Puis là, genre, le monde, ils vont vite se dépêcher d'avoir des articles gratuits. Puis aussi, le moment où on le demande, ça peut être avant de payer, ça peut être après de payer, ça peut être une fois rendu chez soi puis faire oh, j'ai oublié, puis là on retourne au magasin, donc on peut demander ce rabais ou cette gratuité. Donc c'est à tout moment finalement. Et c'est une politique qui s'applique pas sur tous les produits, il faut le rappeler. Là, je parlais de lecteur optique, mais malheureusement ça s'applique pas sur le lait ou sur la bière ou le vin. Donc à la SAQ, vous achetez une bouteille à 35, finalement elle était, je sais pas, affichée 40, ça marche pas là. Ça ne s'applique pas sur le vin. Puis ça ne fonctionne pas aussi sur les articles où le prix est affiché. Donc, s'il y a une petite étiquette sur l'article lui-même, un livre, je sais pas, ben là, à ce moment-là, c'est la règle du prix le plus bas. Alors, c'est vraiment le prix annoncé le plus bas que le commerçant doit vous charger, mais il n'y a pas de rabais additionnel qui s'ajoute. Très intéressant. Sinon, on continue avec les nouvelles règles sur les no-shows dans les restaurants. Ça, j'en ai beaucoup parlé. J'ai hâte d'entendre ton point de vue là-dessus, Jason. Ben, on en a beaucoup parlé, genre au début de l'été, quand c'est rentré en application aussi en juillet, mais j'avoue que, je ne sais pas pour vous, mais j'en entends plus parler maintenant. Je suis allé manger au restaurant ce midi. J'ai fait ma réservation comme d'habitude. On m'a pas demandé... J'ai l'impression qu'il y a très peu d'établissements qui ont vraiment mis ça en place. C'est la question, est-ce qu'ils l'appliquent? Est-ce qu'ils appliquent ce droit que les restaurants ont droit maintenant ou c'est juste parce qu'on honore toutes nos réservations, donc ça c'est pas... J'ai l'impression que c'est aussi pour les groupes. Hein? Puis là, moi, j'ai pas fait l'expérience, mais on était 2. Là. Mais tu sais, c'est sûr que si tu vas manger à 2, tu peux avoir une annulation. C'est quand même qui me chargerait. Mais là, c'est sûr que des groupes de 10 ou de 20, puis c'est souvent ça qui sort dans les médias. Là, des gens qui réservent la moitié du restaurant puis qui se pointent pas. C'est sûr que tu commandes ton poulet, ta viande, ton staff en conséquence. Ça fait quand même un trou dans les finances des restaurants qui opèrent sur des marges très, très restreinte. Donc, ça peut faire mal. Mais j'ai comme le sentiment que ça n'a pas tant été... Autant ça a été très réclamé, autant j'ai comme pas vu aucune manifestation de ça dans les restaurants. Ben, c'est ça, c'était pas les mêmes montants qui étaient réclamés. Les restaurateurs, c'était plus 20 $. Puis ils voulaient aussi pouvoir le charger, même si il y a juste une partie du groupe qui se pointe pas. Ouais. Donc, pour préciser pour tout le monde, justement, c'est 10 $ actuellement les frais par personne si vous ne pointez pas à votre réservation. Et c'est à partir d'un groupe de 2. Mais il faut vraiment que personne se pointe à la réservation. Donc, si, par exemple, vous réservez pour 10 puis que vous venez 4,
Ben là, il n'y a pas de frais qui sont chargés aux gens pour les 6 personnes qui sont absentes. Évidemment, il y en a qui l'oublient, mais vous pouvez, pour éviter ces frais, vous pouvez toujours annuler d'avance. C'est une petite technique que je vous dis comme ça. Alors, 3 heures avant l'heure prévue de la réservation. C'est ce que la règle dit. C'est la règle dit, c'est 3 heures avant. Et vous n'aurez pas de pénalité. Exactement. Ouais. Puis les restaurants eux-mêmes ont des critères à respecter pour avoir droit de vous charger ce genre de frais-là. Lors de la réservation ou même avant, ils doivent vous informer de l'existence de ces frais-là, donc ça doit être indiqué. Il doit communiquer avec vous aussi pour confirmer, puis pour que vous confirmiez de votre côté ici la réservation par écrit. Maintenant, ils ont souvent des hyperliens qu'on clique, puis là, ça confirme. L'avis aussi, il doit y avoir un avis qui doit être envoyé 6 à 48 heures avant votre arrivée au restaurant. Évidemment, si cette réservation-là était faite avant, il y a 48 heures et plus, cet avis-là n'est pas nécessaire si la il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a inquiété un peu dans tout ça, c'est de dire que là, on va se retrouver avec avec le temps, là, mais avec des dizaines d'établissements. Tu sais, souvent des restos, là, à moins d'être des chaînes, là, tu sais, c'est des petites entreprises, là, c'est souvent un peu abracadabrant. J'ai travaillé moi-même en restauration longtemps, qui vont se retrouver avec des listes de clients, avec leurs coordonnées et leur numéro de carte de crédit. Puis comment qu'on va gérer ça au niveau des données personnelles, puis comment on va s'assurer qu'un employé mécontent part pas avec la liste et se mette pas à frauder. C'est vrai. J'ai comme pas envie, moi, que Joe Blow, resto du coin, se retrouve avec mes informations, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email, ma carte de... Il y a une nouvelle réglementation, je pense, au niveau de la protection des données personnelles. Oui, mais c'est comme, j'ai l'impression que ça se parle pas, tout ça. Tu vas donner ça au téléphone, il va gribouiller ça sur un post-it, ça va être sur le bord de la caisse, Ghislain va passer par là, va passer avec le post-it, puis il va aller s'acheter un nouveau veston. Non, mais là, ce que je veux dire, non, mais mon point, c'est qu'il y avait ce volet-là qu'à aucun moment, on a vraiment mis le doigt sur le fait qu'on allait distribuer des données quand même importantes dans nos vies liées aux finances, puis qu'il n'y avait aucune obligation de les détruire après usage, à la fin du quart de travail ou le lendemain ou sur une période de 2 mois. En tout cas, je reste un peu sur ma faim, puis comme je dis, j'ai pas vu beaucoup de manifestations, puis ça m'a un peu fait sourire, parce que moi, j'étais pas très favorable à ce projet de loi-là, mais les restaurateurs, coudonc, qui le demandaient, que ça soit mis en place, ça a été mis en place, puis là, soudainement, personne s'en sert. Ça fait que c'est un peu bizarre. On termine avec ce projet de loi qui vient d'être déposé là, sur la revente de billets en ligne. Oui. C'est un problème à l'échelle nord-américaine. Le Québec fait... tentative là, de restriction. Parle-nous un petit peu des détails. Oui, effectivement, bon, comme on dit, c'est un projet de loi qui vient d'être déposé au début décembre. Donc, ce que je vous dis là, ça peut changer entre-temps avant son adoption, si évidemment c'est adopté. C'est la loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d'abonnements en ligne, parce que c'est pas juste pour les reventes de billets. Mais oui, c'est un moyen de protéger les citoyens contre les revendeurs. Donc, si le projet est adopté selon ce qui a été déposé jusqu'à maintenant, ça permettrait premièrement d'identifier si c'est une plateforme de revente. Parce que des fois, on ne fait pas la distinction entre la plateforme officielle, la billetterie officielle de peu importe le Centre Bell ou une salle de spectacle, et ceux qui sont des plateformes de revente. Il faut aussi qu'il y ait l'information que le billet est en vente moins cher ailleurs. Il faut que ça soit indiqué. Il faut savoir aussi quelle place, quel siège notre billet nous donne droit. Ça peut être utile quand c'est des places numérotées. Il faut connaître aussi le prix d'origine du billet et finalement le nom du dernier propriétaire. Parce que techniquement, si c'est un billet qui est en revente, il y a quelqu'un qui l'a acheté avant vous. Donc, vous êtes censé savoir le nom du dernier propriétaire. Mais par contre, comme je disais, dans le long intitulé de la loi, ça ne s'applique pas juste aux billets de revente, ça s'applique aussi au désabonnement. On veut faciliter le désabonnement des gens, puis d'assurer aussi une transparence par rapport aux contrats en ligne qui se renouvellent automatiquement. On peut penser aux plateformes de streaming, entre autres. Des abonnements notamment aux infolettres, qui étaient... Vous savez que c'était la journée internationale de l'infolettre, Black Friday. Moi, c'est vraiment ma journée préférée. Oui. Tu te lèves le matin, puis tu te désabonnes de tout. C'est vraiment magnifique. Parce que tu les reçois tous ce jour-là. Tu te lèves le matin, tu as genre 60 infolettes dans ta boîte courriel. C'est magnifique. Tu peux tout te désabonner. C'est vraiment très... Au lieu de juste les supprimer... non, mais tu les supprimes, ils reviennent. C'est ça. Je pensais que tu étais sérieux dans ton affaire. Non, je blague, mais c'est comme dans les Simpsons, là, le bonhomme qui revient. Là, pour moi, une infolette, il faut que tu te désabonnes, sinon ça revient. Puis
Mais là, on a une infolette à Éducalois, puis abonnez-vous. Abonnez-vous à l'infolette, exactement. Puis une dernière chose aussi, on veut assurer avec cette loi-là la liberté d'expression des citoyens, parce que des fois, ça arrivait qu'il y avait des clauses dans les contrats qui vous disaient que si vous êtes mécontent, vous n'avez pas le droit de mettre un avis négatif sur le commerçant. Donc là, ils voudraient interdire cette sorte de clause contractuelle là, avec ça. Très intéressant. Jason Paré, je rappelle que tu es collaborateur chez Éducalois. Première présence au balado, certainement pas la dernière. Merci, tu restes avec nous. Oui, bien sûr. On va charcuter, cuisiner l'ami Ghislain Larochelle. Dans vos poches. Ghislain nous a proposé un exercice intéressant. On va parler de 7 sujets immobiliers en 7 minutes. Fait que là, j'espère que vous êtes prêts. Êtes-vous prêts? On y va. Revue de l'année, un peu boule de cristal, Ghislain. Première affaire, là. Fait que là, partez vos chronomètres. Crise du logement. Est-ce qu'on est encore en crise en 2025, début 2026? Dans certains domaines, oui, mais dans d'autres, non. Puis j'explique, dans certains types de loyers, tout ce qui est les loyers plus chers, il manque pas de logement. Et moi, je fais partie des associations de propriétaires et on est obligé de donner des incitatifs pour être capable de louer nos logements. J'ai encore 7-8 logements du 1er juillet qui ne sont pas loués encore. Oh boy. Fait que ça fait baisser les prix, normalement. Ça fait baisser les prix. Ouais. Les prix ont baissé de presque 3% cette année, les prix des loyers. Et on parle plus dans le haut de gamme, par exemple. On parle dans le haut de gamme. Dans tout ce qui est, mettons, un loyer à 500 ou 600 ou 700, si ça peut exister encore, là, il en manque des loyers abordables. Mais tout ce qui est en haut de 1000, on a de plus en plus de difficultés à louer. La construction, numéro 2, la construction de nouveaux logements est de plus en plus difficile. Je pensais qu'on avait vu le pire sous Valérie Plante, mais tu dis que c'est encore plus difficile, fin 2025. J'étais à une conférence récemment, l'Association des professionnels immobiliers du Québec. l'APCQ. La PCQ, exactement. Et il disait que depuis 2019, le coût de construction a augmenté de 42%. Incroyable. Avec les nouvelles lois, ça coûte une fortune construire. Donc, il y a plusieurs promoteurs qui se retirent de la construction de neuf. En plus, les villes nous aident pas. Il manque de loyers partout, surtout dans certaines régions. Et on a beaucoup de difficultés à obtenir des permis de construction. Ils vont sortir différentes raisons pourquoi qu'ils ne le donnent pas. L'urbanisme, évidemment, d'un côté, des redevances de développement, toutes sortes de... On a beaucoup de misère. L'imagination est très fertile du côté des municipalités pour finalement ne pas permettre des projets. On a vu des cas, qu'on a besoin d'une vision 3D des immeubles. On a besoin de changer la couleur des immeubles. On a besoin des analyses de circulation. On a besoin que la pente soit différente, que tu ne coupes pas ces 3 arbres-là. On voit toutes sortes de choses dans le marché là, avec les villes. C'est un petit peu du délire, non? Oui, je suis d'accord avec toi. Numéro 3, la loi 31. Je n'en suis pas un spécialiste, donc j'ai hâte que tu nous dises ça en 1 minute. En vigueur depuis 2024, appliquée vraiment en 2025. Exactement. Fait que la loi 31, c'est le refus de la cession de bail. Le locataire, maintenant, peut refuser... Le propriétaire, peut refuser de céder le bail d'un locataire qui veut céder à une autre personne. Et aussi, il y a une interdiction de cession lucrative. Par exemple, ton locataire, il a un loyer à 700, puis là, il s'en va en France, on va dire, puis là, il dit « Ah, m'a passé à un de mes chums, et sinon, il va payer 1200. » Mais il n'a pas le droit de céder à un montant plus élevé que le montant qu'il y avait sur le bail. Et aussi, pour le propriétaire, maintenant, c'est obligatoire d'aller la clause G qu'on appelle, d'indiquer le loyer qu'il y avait avant pour les logements usagés. Et dans le cas des logements neufs, les 5 premières années, tu pouvais monter ton loyer à peu près comme tu voulais. Maintenant, il faut que quand la personne rentre à l'année 0, tu fasses la prédiction que dans 5 ans, il va avoir quoi comme loyer. Intéressant. Fait que loi 31. Ça a toujours été un peu obligatoire, la clause G, mais là, on renforce. On renforce, ça, moi, je l'ai tout le temps inscrit dans mes baux.
mais il y en a qui ne l'inscrivaient Moi, pas. j'ai loué. Une chance. Moi, j'ai loué la clause G, mais tu sais, c'était un appart, puis tu sais quoi, j'allais pas m'obstiner avec le proprio, mais effectivement, on sent que c'est un petit peu plus rigoureux. Numéro 4, la location de chalets à court terme, style Airbnb. Le marché change un petit peu. Beaucoup. Dans le temps de la pandémie, moi, j'ai 3 chalets locatifs. Temps de la pandémie, c'était loué 6 mois à l'avance. Là, maintenant, on est beaucoup plus loué 1 mois et demi. Tu vois, j'ai peut-être 20% de mon été de loué l'année prochaine. Okay. Mais qu'est-ce qui nous a aidé cette année? C'est Trump. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Non, mais il faut le dire! Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été aux États-Unis cette année et le chalet locatif au Québec a été une très bonne saison. Dans le fond, très bonne saison pour nous autres. Je suis content de savoir. Moi, je suis souvent à dernière minute. La question de chalet, on se dit qu'il y a plus d'offres. Il en restera à la dernière minute si on se fie à notre ami Ghislain. Numéro 5, location court terme, mais maintenant en ville. La game est vraiment en train de changer. C'est pas le marché qui change, c'est la réglementation. La réglementation, il y a de plus en plus. Juste à Montréal, tu n'as plus le droit de louer ta résidence principale en dehors de la période du 10 juin au 10 septembre. Tout ce qui est résidence secondaire ou logement, mais tu n'as plus le droit de louer, excepté quelques régions, quelques zones dans Montréal. Fait que beaucoup plus de réglementation dans tout ce qui est 31 jours et moins, qu'est-ce qu'on appelle Airbnb. 31 jours et plus, ben là, on est correct. Oui, c'est ça. Mais 31 jours et plus, ça ressemble un peu à un bail conventionnel, on a envie de dire. Évidemment, l'objectif, c'est de conserver les logements pour le long terme. C'est carrément ça. Je me permets une petite parenthèse. Là, on va déroger de notre 7 en 7, mais tu sais, je m'étais un peu penché là-dessus. Puis à New York, ils ont fait la même chose. Puis bon, Montréal, tu sais, le parc locatif Airbnb, là, c'est 0,7%, 0,6% de l'ensemble des logements. Ça change-tu vraiment quelque chose? Ça va tu rajoutes 0,7 ou que tu enlèves 0,7, ça va-tu faire que soudainement les logements Je pense qu'il y a un aspect très, très social là-dedans, avec politique, on peut dire. Et tu sais, juste du point de vue économique, là, pour moi, 0,7% de logements de plus, ça va pas faire que les logements vont coûter la moitié moins cher. Non, c'est pour la disponibilité d'avoir plus de logements. Mais oublions pas on pourrait aussi en construire 50 000. Oui, c'est ça. L'immigration diminue aussi au Québec, donc ça a donné plus de logements disponibles. Je pense pas que c'est ça qui a eu le gros impact. Fin de la parenthèse. On parle 6 d'immobilier commercial. Exact. Ça, c'est intéressant. Ça va très bien, l'immobilier commercial. Ça résiste. Est-ce que c'est toujours ça résiste. Ouais? Et qu'est-ce qu'on voit dans le marché présentement? En 2025, 19,8% d'inoccupation. Ça va pas très bien. Ce qui est très, très élevé. Avant la COVID, on était à peu près à 12-13%. Et là, on a vu dans Montréal, dans plusieurs régions... C'est quoi? Je me suis mélangé. Je pensais que tu voulais nous parler plus du volet industriel. Mais là, quand tu parles de commercial, c'est les bureaux. Ah oui, bureaux. Ça, c'est plus compliqué. L'industriel, ça a bien été. Là. Mais du commercial bureau, on a vu quelques changements de commercial à résidentiel, mais très peu de projets ont levé à cause des coûts que ça coûte pour tout convertir ça. Parce que souvent, ça coûte plus cher le convertir que d'en construire un neuf juste à côté. Faudrait que je te demande conseil, un de ces 4, Ghislain, parce que j'ai un magnifique condo commercial ici dans le Myland qui est semi-loué. Puis le problème, c'est que évidemment, c'est commercial, fait que les loyers sont avec des TPS, TVQ et tout ça. Puis si je voulais convertir, puis si je dis ça, c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est la réflexion. Si je veux convertir ça en résidentiel, il faut que je le vende plus taxes. Fait que grosso modo, je vais perdre comme 15% de la valeur. Fait que là, j'ai pas envie de ça. Fait que là, j'essaie de trouver un autre commercial pour le reprendre, mais coudonc, il n'y en a pas tant des compagnies qui se cherchent des locaux. Là, non, comme de ce temps-ci, je te dirais que télétravail, c'est plus stagnation moi-même, j'ai converti un magasin de sport que j'avais dans mes immeubles en 5 logements résidentiels. C'était la meilleure décision que j'ai pu faire. Très intéressant. Et sinon, on termine 7 logements étudiants en 2025. 2025, beaucoup de manque de logements étudiants, surtout en région. J'ai été visiter Gaspé l'été dernier et jasé avec les gens là-bas. Ils ont été obligés de fermer des études, des programmes du cégep
parce qu'ils manquent de logement. C'est assez incroyable, là. Ils sont pas capables ils ont plein d'étudiants qui veulent venir, mais ils peuvent pas trouver aucun endroit. Et là, ils sont rendus au privé. Fait qu'ils demandent les gens de convertir des maisons en maisons de chambre. La ville est beaucoup plus ouverte à ça. Fait que, puis on le voit dans plusieurs villes au Québec. Je devrais appeler Régis Labombe, puis faire le phare de Gaspé, là, une genre de tour de 60 étages perdu à Gaspé, au direct. Milieu de Gaspé. Ça ferait de la belle vue quand même. Oui, on verrait très bien, oui, sur le bout du monde. Ben écoute, merci beaucoup Ghislain de t'être prêté à l'exercice. Belle revue de l'année 2025, puis évidemment avec un petit aperçu de ce qui s'en vient dans le domaine immobilier en 2026. Merci à vous trois. Stéphane nous a quittés pour ses Laurentides qu'il aime bien, mais merci à vous trois d'avoir été là pour toute l'émission aujourd'hui. Si vous avez des questions à la maison, si vous souhaitez davantage d'informations sur les sujets dont on a discuté dans l'épisode, évidemment, vous consultez le Journal de Montréal. C'est une bonne source d'informations sur les finances personnelles, mais vous pouvez aussi nous écrire, m'écrire. Là, j'accepte commentaires, questions, critiques et autres petits mots, dont Mme Navarro, si elle souhaite entrer en contact directement avec moi, plutôt que de me faire des messages indirects. Mme Navarro, vous pouvez m'écrire francis.gosselin@quebecoismedia.com. Sinon, je lève mon chapeau à l'équipe de Cube Studio pour la prod. Philippe, merci beaucoup. C'était une excellente année. Jeff Bérard, que je ne vois pas, mais qui est toujours omniprésent pour toute la production, le montage, la location des installations. Vous pouvez leur écrire un mot si vous souhaitez vous lancer en balado, vous associer à une de nos productions. pub@cube.ca. Sinon, le balado est disponible en vidéo et en format audio sur la plupart des bonnes plateformes de diffusion, ainsi que sur le site cube.ca et en vidéo là, sur YouTube et sur le site et l'application Cube. Dans vos poches est aussi diffusé à la radio et à la télé le week-end, le samedi à 7h et le dimanche à 10h. Et je vous dis à bientôt, à l'année prochaine pour un nouvel épisode.